Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble le dernier numéro de Courrier International. Au programme, un tour du monde des points chauds de l'actualité, et puis on plongera dans le grand dossier de la semaine, un sujet qui nous concerne tous, la bataille pour notre attention. Allez, on commence tout de suite avec ce tour d'horizon de l'actualité mondiale. 3 zones de tension qui retiennent particulièrement l'attention de la presse internationale cette semaine. On part d'abord aux États-Unis. La ville de Minneapolis est de nouveau sous très haute tension après la mort d'un homme, Alex Pretty. La colère est palpable et la situation est si explosive que même la presse la plus conservatrice s'inquiète d'un embrasement. On sent que c'est un vrai point de bascule potentiel. On traverse maintenant l'Atlantique, direction le Proche-Orient, où la situation à Gaza reste malheureusement critique. Le magazine souligne un point important, pendant que les caméras du monde regardent ailleurs, les violations du cessez-le-feu, elles, se multiplieraient. La région reste sur le qui-vive, dans une crise qui semble ne jamais finir. Et on termine ce tour du monde en Chine avec un événement qui fait trembler les hautes sphères du pouvoir. Une enquête a été ouverte contre l'un des plus hauts gradés de l'armée. C'est quelque chose de très rare et forcément, ça alimente toutes les spéculations sur la stabilité du régime et ses ambitions militaires. Mais voilà, toutes ces informations capitales, tous ces événements, ils se battent pour la même chose, un peu de notre temps, de notre attention. Et ça nous amène directement au cœur de notre dossier. Le vrai nerf de la guerre aujourd'hui, c'est peut-être celui-là, la guerre de l'attention. Et cette guerre, elle ne se joue pas sur un terrain lointain, mais bien là, tout près de nous, à l'intérieur de nos têtes et au creux de nos mains. La question qu'oppose le magazine est simple mais vertigineuse. Comment arrive-t-on à se libérer de nos smartphones ? C'est une situation qu'on connaît absolument tous, n'est-ce pas ? On prend son téléphone juste une seconde et hop, le temps file, il s'évapore. L'hebdomadaire espagnol El País Semanal met des mots très justes sur ce sentiment universel. 8 heures. C'est un chiffre qui donne le tournis. C'est le temps que passe Shoki Moriyama, un jeune Tokyoïte de 25 ans, sur son téléphone chaque jour. 8 heures. C'est une journée de travail complète, les yeux rivés sur cet écran. Ça illustre bien l'ampleur du phénomène. Et le problème de fond, c'est que tout est fait pour ça. Les réseaux sociaux, les applications, leur design est pensé pour nous happer, pour prendre notre attention en otage. Contrairement à un livre ou un film, il n'y a jamais de point final. C'est un puissant fond, conçu pour qu'on continue de faire défiler encore et encore. Alors, face à ce constat un peu glaçant, est-ce qu'on est condamné à subir ? Eh bien non. Justement, les lignes commencent à bouger. Une vraie prise de conscience est en train d'émerger et elle se traduit par des actions très concrètes, notamment de la part des gouvernements. Et ce n'est pas juste une petite initiative par-ci par-là, c'est une vraie vague mondiale. Regardez, l'Australie qui devient le premier pays à interdire les réseaux aux moins de 16 ans, la France qui légifère sur les ados et les portables au lycée, les États-Unis où de plus en plus d'États limitent leur usage à l'école, et même au Japon, on teste des limites horaires, ça bouge partout. Mais attention, cette vague de régulation ne fait pas l'unanimité, loin de là. En fait, 2 camps s'opposent. D'un côté, une forme de panique, celle des parents et des politiques, très inquiets des effets des écrans. Et de l'autre, la prudence des scientifiques, qui, comme Candy Sodgers dans la prestigieuse revue Nature, nous disent « Attention, pour l'instant, on n'a pas de preuves scientifiques solides pour justifier cette panique générale. » Le débat est donc loin d'être tranché. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant que les gouvernements et les scientifiques débattent, beaucoup de gens, eux, n'attendent pas les bras croisés. Ils expérimentent, ils créent leurs propres solutions pour reprendre le contrôle de leur temps et de leur concentration. Le magazine nous présente en quelque sorte une boîte à outils de la déconnexion. Ça va de la méthode radicale, la détox complète pendant plusieurs jours, à des défis plus ludiques, comme le Dry January du smartphone, où on n'utilise qu'un vieux téléphone basique pendant 1 mois. Il y a aussi des événements collectifs ou simplement des défis personnels pour voir combien de temps on peut tenir sans. Et ce besoin de se couper des distractions numériques, ça donne naissance à un phénomène assez surprenant et même un peu ironique, surtout quand on voit qu'il vient des plus jeunes. Oui, le New York Times nous raconte qu'on assiste à un retour en grâce de l'iPod. Des lycéens américains se remettent à acheter ces vieux lecteurs MP3. Pourquoi ? C'est simple, pour écouter leur musique tranquillement, sans être noyés sous le flot constant des notifications de leur smartphone. C'est une sorte de rébellion, mais une rébellion analogique. Tout ce qu'on vient de voir, ces débats, ces initiatives, ça nous amène à une toute dernière réflexion. Une question provocatrice qui nous renvoie finalement à nos propres contradictions d'adultes. Alors qu'en débat sans cesse des règles à imposer à la nouvelle génération, le magazine nous tend un miroir avec cette question. Et si les adultes commençaient par s'appliquer à eux-mêmes les limites qu'ils veulent imposer aux plus jeunes ? Une interrogation qui reste en suspens et qui donne matière à réfléchir.